et même le soleil et même la lune. Mais vous vous demandez, mais est-ce que le soleil et la lune sont là pour être vaincus par l'être humain? Mais bon, là vous ne dites rien. Vous comprenez quand même que des gens vous disent que là où il y a des tombes, il y a résurrection. Pour vous parler de Nietzsche. Et puis vous savez que Nietzsche, c'est un philologue, pas grec, germanique, saxon, que vous appréciez beaucoup. Là, vous êtes obligé de dire une chose qui est très simple. Vous êtes obligé de leur dire que vous n'êtes d'abord pas nihiliste. Donc, si forcément Nietzsche est nihiliste, forcément, rien ne sort de la tombe. Vous êtes obligé aussi de leur dire que l'antéchrist ne peut pas être un piège pour vous. En effet, j'ai comme l'impression que ces gens veulent me dire que le fait de ne pas avoir autant de titres et connaissances qu'eux, donc forcément, je devrais admettre que je suis sans voix et donc sans humanité. Mais cela n'est pas vrai. Et la question est donc de savoir pourquoi la fatalité me suit encore jusqu'ici en Afrique. Mais là, je dirais, il faut savoir raison porter. Et je pense qu'il y a une différence entre le savoir raison porter et le savoir raison garder. Donc, à ce titre, je voudrais bien inviter les uns et les autres dont les compétences, les qualités, les titres ne font en rien, pour ma part, l'objet d'une quelconque contestation ou alors appel à une réflexion qui conduirait absolument vers le doute. Non, vraiment, je ne suis pas à vos niveaux. Simplement, j'ai une voix. Et à ce titre, il ne faudrait pas que on ne me comprenne pas. Il ne faudrait pas que, comment le dire, qu'on ne tire pas des occasions, qu'on ne tire pas des prétentions, qu'on n'aille pas chercher des préjugés sur mes impertinences dans le choix des vocables dont je me sers. Lorsque je dis que le Sénégal nous appelle, en effet, vous avez bien suivi que j'ai corrigé en disant qu'il nous interpelle plutôt. Parce qu'une fois que vous vivez ce que je vis, j'ai vécu au Sénégal, forcément, vous comprenez que ce qu'il y a là-bas, une fois que vous êtes un homme du Cameroun, si vous aviez le malheur de passer par où je suis passé, mais forcément vous serez interpellé. Mais il y a une autre chose dont je voudrais préciser. Je voudrais dire qu'il n'est pas facile de s'asseoir, c'est-à-dire si ce que je vais dire là tout de suite peut faire l'objet d'un quelconque mensonge, malentendu, nuance,
une quelconque nuance, eh bien, j'inviterai tous ceux qui ont eu l'expérience sur ce dont je vais parler tout de suite, de se prononcer et de dire si j'ai menti. Mais je voudrais dire ceci, il n'est pas facile de s'asseoir sur un banc d'université allemande avec des Allemands. Là, vous pourrez comprendre que ce regard qu'on lève vers le ciel, ce regard que certains lèvent parfois vers le ciel, peut aussi devenir d'interprétation malicieuse pour ce qu'on convoque, pour ce qu'on conjure contre un innocent. Et là, il faut véritablement se rendre compte de la vérité suivant laquelle le chemin est encore long. Et sur cet aspect, s'asseoir sur un banc d'université allemande avec des Allemands, bien souvent l'expérience est subjective. Mais là, tu découvres des voix discordantes des nègres qui veulent justifier que le maître est bon. Ensuite, comme outil, tu verras le déploiement par l'art de présenter des images cadrées, des gestes synchronisés, préparés et exécutés d'ensemble. Mais il vous reste simplement de leur dire vous refusez de lire le complot. Je veux vous dire que l'homme noir que je suis ne rêve jamais de rentrer sur le lieu de l'esclavage. En effet, je suis entièrement persuadé du fait que il convient, il est extrêmement important de revenir et penser de nouveau le rapport avec l'homme blanc. L'hypothèse, parce qu'il peut avoir, c'est-à-dire le retour peut générer une hypothèse. Se demander s'il n'est pas aussi autre vision qui réclamerait qu'on laisse l'humanité nègre aller vers son destin, lequel n'est plus lié. Je n'aime souvent pas utiliser ce mot ontologie, parce que lorsque vous aviez lu un livre sur les Médou-Nétchers, et qu'on vous dise que le radical être n'existe pas dans les Médou-Nétchers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de verbe être. À ce moment, vous comprenez que dès qu'on vous dit que les Grecs ont aussi étudié chez les Égyptiens, et eux, ils ont eu le verbe être, avec lequel on explique donc toute cette pensée sur l'ontologie, vous comprenez qu'il y a un problème. Mais plus tard, lorsque vous allez lire dans vos livres de hébreu et d'arabe, et vous constatez que là-bas non plus, il n'y a pas le verbe avoir, mais plutôt pour l'exprimer, on dit on est avec. Là, vous comprenez quand même que facilement, vous ne pouvez plus discuter sur l'ontologie. Donc, moi je pense que le destin, c'est-à-dire sur la base de ce que certains pouvaient appeler, si je dois donc rester dans le latin et le grec, essai, dont j'imagine qu'il est radical, et c'est lui donc, dans ses suffixations et infixations, etc.,
produit donc, ou alors la post-fixation produit donc une chose telle que l'essence. Mais si vous considérez l'essence, alors vous me direz que la combinaison de deux essences ne permet quand même pas de distinguer chacune d'elles. Donc, ceux qui estiment que le destin de l'homme noir est, comment le dit-on, il y a un adverbe pour ça, hein, pas perpétuellement, mais fatalement. Il est fatalement lié à celui de l'homme blanc. Eh bien, vous comprenez donc que nous n'avions pas tous les mêmes destins. Mais, observez une chose, c'est que lorsque vous vivez quand même en Europe et que vous constatez que les médias évoquent des scandales tels que les scandales des étudiants, enfin le scandale des surveillances des étudiants tels que des étudiants chinois qui eux-mêmes vous le disent, que bien qu'ils soient en train d'étudier là, ils sont surveillés. Les étudiants iraniens, vous voyez même parfois que cela arrive jusqu'à un incident diplomatique et que plus tard, qu'on demande même à des délégations d'une certaine communauté, des délégations diplomatiques d'une certaine communauté, de rentrer, retrouver leur, comment le dit-on, leur mission diplomatique, là où ils sont accrédités, comment le dit-on, en rang, et qu'on désigne le dernier, là vous comprenez qu'il y a, vous comprenez que lorsqu'on, enfin, vous comprenez qu'il y a des destins. Vous comprenez qu'il y a des destins, c'est-à-dire vous comprenez qu'il y a des départs, il y a des arrivées, il y a des parcours qui sont, qui logiquement, même s'ils échappent à la science, ne peuvent pas échapper à la dynamique de la chronologie. Mais certains pourront me dire que j'ai été un jour voleur de livres. Mais je pense quand même que rentré ici, j'ai écrit un livre. Et lorsque j'ai écrit ce livre uniquement pour des enfants qui voulaient m'enseigner ce qu'on leur a enseigné ici. Et j'ai essayé donc de leur dire, non, attendez, je vais vous écrire un livre. Vous le lirez et vous allez comprendre. Donc, ils m'ont vu écrire ce livre du début jusqu'à la fin. Et lorsque, 5-6 ans après, on découvre que les contenus de ce livre se retrouvent quelque part en Europe, publiés et ayant obtenu un prix, mais qu'attend-on de ces enfants? Au moins, ils comprennent l'individu qui est là et qui a écrit ce livre avec ces mêmes contenus avant que l'autre ne sorte. Et lorsqu'on lit les deux, pour ces personnes qui ont eu les deux, qui ont pu lire les deux, mais le verdict est le même. Il s'agit simplement d'un vol et d'un plagiat. Mais ce n'est pas l'important. Ce n'est pas absolument l'important. Donc, ce que je vais dire, c'est que ceux qui essayent de m'accuser que j'ai eu mon parcours anéanti, détruit, parce que je suis allé chercher de l'or. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai pu lire des livres, des pièces de théâtre, là où on parlait de la corruption,
de la religion. Mais observez que moi je suis nouveau. Je suis nouveau en Espagne parce que je suis allé apprendre une langue. Mais un jour, je suis devant la télé. Mais en Espagne, et on me présente un documentaire de la conquête des Amériques. Mais là, assis devant la télé, je n'ai pas l'histoire. Mais cette émission est en train de me dire ce qui est en train d'entrer dans ma mémoire et que plus tard, je vais dire de façon inconsciente, c'est-à-dire ce que je vois comme image et ce que j'entends comme reportage, comme voix qui reporte les faits, mais parle essaye d'expliquer comment une institution a fait le voile sur un massacre. Mais bon, mais c'est plus tard, lorsque je vais étudier cette philologie, alors que là sur place, je l'ai entendu, que le plus grand massacre, l'un des plus grands massacres a été réalisé aux Amériques. Là, à la télévision espagnole, elle me dit que les Espagnols, les conquérants espagnols ont réalisé un gigantesque massacre aux Amériques. Mais je ne connais pas l'histoire, mais c'est un truc qui me vient là à l'immédiat. Et je le reçois parce que je parle déjà avec les Espagnols, je parle déjà espagnol, donc ce qu'on dit, je l'entends. Mais c'est lorsque je vais étudier la philologie du castellanistique et de spanistique que je vais découvrir le dévoilement de l'ampleur du massacre. Et donc, on essaye de me faire comprendre l'époque. Et ça, c'est... Franchement, si je n'avais pas été étudiant en castellanistique, en spanistique, mais je n'aurais jamais pu comprendre. Mais c'est lorsque vous revenez ici que la mémoire se met donc en branle. Et là, vous avez... Elle commence à décoder. Et là, vous avez le souvenir de vos premiers jours en Espagne. Parce que cette information du massacre, lorsque vous l'apprenez, vous échappe. Et à ce moment, vous vous rendez compte qu'il y a des histoires et des histoires. Et il vous est un peu difficile d'analyser le rôle des médias qui vous informent. Où vous trouvez le rôle des médias qui vous informent, où vous vous trouvez. Un peu comme si on voulait vous apprendre votre histoire. Donc, le questionnement est là. Le rôle des médias qui vous informent, où vous vous trouvez. Mais résumé, c'est un peu comme si on voulait vous apprendre votre histoire. Mais vous comprenez, vous réalisez que véritablement, il n'y a pas de mensonge, vous ne pouvez apprendre, vous ne pouvez que découvrir véritablement votre histoire chez vous. Et de façon encore plus belle, lorsqu'elle sera la somme de toutes les petites histoires que vous aviez pu récolter ci et là, pour véritablement essayer d'aller vers l'approche d'une synthèse subjective. Mais comment oublier donc
que le premier jour que vous arrivez en Espagne, la première grande station de métro que vous découvrez s'appelle Avenida de América. Les premiers jours, et sur un mur, vous lisez. Les premiers jours, vous n'aviez même pas encore 2 jours, parce que c'est le lendemain qu'on vient vous chercher dans un hôtel pour essayer, le lendemain qu'un Camerounais généreux vient vous chercher dans un hôtel pour vous garder d'abord chez lui et vous trouver où dormir. Et vous réalisez donc que ce même jour où il vous récupère, il commence déjà à vous chercher une chambre et allant donc voir une chambre où vous sortant, vous passez donc par cette station de métro appelée Avenida de América. Donc, et vous lisez sur un mur écrit « Muerte a los moros ». Et là, vous le lisez et vous lui demandez, mais vous le lisez, vous avez pu le lire en espagnol, « Muerte a los moros ». Mais toute chose qui vous interroge, c'est le mot « muerte ». Et là, vous lisez ça hautement parce que ça vous surprend, ça vous frappe. Et là, lui, il vous raconte brièvement l'histoire. Lui, il vous informe du fait que les Arabes étaient en Espagne. Mais, véritablement, vous quittez l'Espagne sans effectivement découvrir, comprendre en réalité que les Arabes étaient véritablement en Espagne. Mais c'est lorsque vous apprenez en Allemagne le castellanistique et l'espanistique, c'est là où vous apprenez toute l'histoire. En effet, vous réalisez donc que vous n'êtes pas en guerre. Vous n'êtes pas en guerre contre certains intellectuels. Vous n'êtes pas en guerre contre ces hommes qui sont diplômés. Vous n'êtes pas en guerre contre ceux qui sont enseignants dans les universités de l'humanité nègre, ceux qui ont les titres de docteur, de professeur, etc. Mais vous êtes tranquille parce que vous n'avez jamais dit un mensonge. Vous êtes aussi confiant parce que vous attendez l'occasion de parler de votre échec en détail. Mais je voudrais un peu revenir sur la réflexion d'un enseignant d'université, celui qui a évoqué Nietzsche, lorsqu'il a dit « Là où il y a des tombes, il y a résurrection ». Il ne peut pas me tirer vers ce débat, parce que chez moi, les choses sont claires. J'ai déjà expliqué aussi bien le phénomène de la phonologie que le phénomène de la morphologie et le phénomène même le phénomène de la phonétique. Bon, donc la duplication, moi comme philologue, je ne la comprends pas beaucoup parce que je n'ai même pas beaucoup besoin d'expliquer cela. Celui qui lit Héraclite comprend bien qu'il dit qu'on ne se baigne pas 2 fois dans un même fleuve. Donc, mais moi je ne veux pas aller là-bas parce que les présocratiques, je ne veux pas faire un débat sur les présocratiques. Je ne veux pas, je n'ai même plus, les outils me manquent. Je n'ai plus d'outils. Donc, et puis je ne peux pas faire un débat sur la résurrection parce que je ne suis pas chrétien.
je ne peux non plus faire un débat sur la résurrection parce que je ne suis pas un homme de religion, c'est-à-dire je ne suis pas un musulman. Je reste toujours dans la philologie. Et à ce titre, vous comprenez que dire par exemple que là où il y a des tombes, il y a résurrection, ce n'est pas en effet ce qui me fait comprendre que je ne suis pas dans ma réflexion. Parce qu'on me l'a dit en français, celui qui le dit a cité Nietzsche. Et il a dit en français. Bon, il a dit, je vais le nommer, le docteur Nkei. Et je voudrais d'abord apporter une précision ici, suivant laquelle lui, le docteur Nkei, si ma mémoire est encore bonne, est philosophe. Moi, je ne suis pas philosophe. J'ai une formation, j'ai été étudiant de philologie. Donc, celui qui aura le coup dur de me traîner dans un débat sur la cognition philologique, naturellement, il sera dans l'excès lorsqu'il ne serait pas excessif. Donc, ce que je pourrais simplement répondre entre cette histoire de tombe et résurrection, c'est répondre que je suis entièrement persuadé du fait que le philosophe allemand Nietzsche a dû écrire, là où le philosophe Nkei le puise, a dû écrire ça originellement, fondamentalement, sur l'hypothèse en allemand. Donc, ayant été un homme étudiant de philologie, je connais le problème qu'il y a des traductions. Lorsque vous lisez même certains textes arabes, ils vous disent qu'il y a des choses en arabe qu'on ne traduit dans aucune autre langue. Ces choses n'ont pas de proximité de compréhension dans une langue autre que unique arabe. Je me souviens encore d'un exercice où on essayait de nous faire comprendre, pas d'un exercice, un séminaire. Je vous ai dit que le séminaire, c'est un peu comme un cours, parce qu'en allemand, on appelle ça Seminar. Bon, donc, un séminaire dans lequel l'enseignant essayait de nous faire comprendre la difficulté de la traduction par le numérique. Et il nous a donc donné certains exemples où les textes étaient traduits. À l'exemple de Chine, par exemple, on mettait porcelaine. Donc, et ici, il faut bien qu'on me comprenne. Ici, par rapport à cette histoire, par rapport à cette réflexion de Nietzsche, liée aux tombes, à la tombe et à la résurrection, donc, la démonstration philosophique vient du docteur Nkei. Je voudrais être clair. Je ne suis pas un homme d'une cognition de confrontation. Je suis beaucoup plus pour l'enrichissement. Et on ne peut pas m'enlever de ma raison, si déjà j'en avais une, mais je veux dire de ma dialectique, de, comment le dit-on, pas tellement le concept, c'est pas tellement le concept, c'est pas tellement ce que les Allemands appellent Begriff, c'est pas tellement ça. Je vais dire mon entendement, c'est-à-dire ma démarche, ma méthode de philologue, fait seul, philologue qui n'est pas, comment le dit-on, homologué, parce que vous voyez bien que je suis sorti des universités sans parchemin. Et là, je vais faire observer une chose, c'est que
En français, on dit la tombe. Et donc, mais en allemand, on dit das Grab. Et vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas être d'accord avec le docteur Nke. C'est-à-dire, dans la représentation, dans la classification du signe de la mort, l'allemand, pour utiliser le verbe désignant, enfin, je veux dire ceci, le lieu, oui, le lieu où l'action qui conduit au lieu où repose le mort, dans la classification de la signification de cette action, l'allemand n'utilise pas le radical tomber. Donc, puisqu'il n'utilise pas le radical tomber et qu'on estime que sur la base de ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire, attendez, je vais bien expliquer cela. Voilà, la vieille poésie de la préposition. Donc, j'ai expliqué la préfixation, l'infixation et même la postfixation qui est possible. Donc, le radical, on peut le défixer. C'est-à-dire, il suffit simplement dans la formation des morphèmes. Donc, c'est donc ainsi qu'on ne dira jamais que le radical, c'est-à-dire la racine, est mathématique. Et ça, on le comprend en français. C'est-à-dire, on ne peut jamais dire que le radical, le fondement, la racine, c'est tombe, non. Puisqu'on voit quand même comment ça suit le processus de la fixation dans la conjugaison. Donc, la fixation tombe, le radical, c'est tomber. D'ailleurs, la langue française l'explique très bien parce que le radical, justement, il explique le fondement de la